Bonsoir à tous. Merci à tous d'être venus aussi nombreux ce soir. Donc, je m'appelle Noua, je suis membre de l'association Salam, donc, qui est à l'origine de cet événement. Et donc l'association Salam, comme certains la connaissent, c'est une association qui a pour but de traiter des questions sociologiques, économiques, politiques reliées à l'islam. Et bonsoir, je m'appelle Kaina et avec moi, nous allons modérer cette conférence que nous avons intitulée « L'islam politique à l'aune des révolutions arabes ». Donc, avant toute chose, nous tenons à remercier l'administration qui nous a permis d'organiser cette conférence, particulièrement les appariteurs, la direction de la communication, ainsi que la régie, qui font des heures sup ce soir pour vous permettre à vous tous d'assister à cette conférence. Nous tenons également à remercier toute l'équipe Salam pour son énorme travail, qui vous a permis à vous tous d'être là ce soir. Et nous remercions chaleureusement Monsieur Tariq Ramadan d'avoir accepté notre invitation. Donc voilà comment va se dérouler cette conférence. Donc voilà comment va se dérouler cette conférence. Monsieur Ramadan va intervenir et nous exposera son approche sur le sujet durant 40 minutes. Ensuite, nous vous laisserons la parole pour poser vos questions. Des micros seront mis à votre disposition dans les allées centrales et nous allons vous demander de vous lever et de vous diriger vers Jamel et Youssef. Levez les mains. Voilà. Pour poser votre question. Votre question, et je dis bien votre question, devra être courte et brève parce que vous ne serez pas les seuls à vouloir en poser. Aussi, il est impératif que vous montrez le plus de respect envers notre invité, l'équipe de Salam et le public présent ce soir. Je tiens juste à rajouter que donc, la conférence se termine à 21h. Donc à 21h, nous vous demanderons à ce moment-là de bien vouloir vous diriger vers la sortie, donc vers la sortie de l'amphithéâtre, mais aussi des bâtiments, parce qu'ils ferment à 21h. Alors, Salam, Monsieur Tariq Ramadan. Vous êtes alors un intellectuel, islamologue, professeur et universitaire d'Oxford. Vous développez votre réflexion théologique, philosophique, politique, sociale en lien avec l'islam. Vous intervenez aussi en tant qu'expert consultant dans diverses commissions et ce, à l'échelle internationale. Et récemment, vous avez publié le livre intitulé « L'islam et le réveil arabe ». Il y a un an, le peuple tunisien s'est soulevé et a fait déchoir son dictateur Ben Ali. On a alors pu observer un effet domino sur toute la région qui a pu permettre la chute des dictatures égyptiennes et libyennes. Si les acteurs religieux étaient absents, en tout cas n'étaient pas au premier rang lors de ces soulèvements, il est aujourd'hui inenvisageable que l'analyse politique des transformations à l'œuvre dans la région fasse l'économie du rôle de l'islam. Les succès électoraux des Ennahda en Tunisie, des salafistes et des frères musulmans en Égypte sont autant de preuves de cet état de fait. Alors, bonsoir, M. Ramadan. Quel est selon vous le rôle de l'islam politique à l'aune des révolutions arabes? Merci d'abord de cette invitation. J'aimerais, en votre nom à tous, remercier l'organisation Salam de nous recevoir dans d'aussi bonnes conditions. J'ai demandé expressément aux organisateurs qu'on me dise également clairement qui avait été partie prenante, quelles sont les personnes et les institutions qui étaient partie prenante. Et j'aimerais personnellement, et je vous dirai pourquoi après, remercier Julien Palomo, responsable associatif, Hervé Cress, directeur adjoint de Sciences Po, Nathalie Massoni, direction de la communication, Nicolas Péjou, service sécurité, et comme il a été dit, les appariteurs, d'être avec nous et d'accepter de faire des heures supplémentaires. J'aimerais vraiment les remercier de ces efforts, les remercier de cette invitation, les remercier d'avoir, en collaboration avec l'organisation Salam, fait en sorte que nous puissions nous rencontrer ici dans les conditions qui sont les nôtres, pour deux raisons. D'abord parce que pour moi, c'est un peu une journée historique à l'aune des 10 dernières années de mes interventions en France, puisque c'est le seul pays dans lequel je ne suis pas intervenu dans une université depuis 10 ans, à l'exception
l'année dernière d'une université à Nanterre où il a fallu enlever toutes les affiches avant, les mettre le jour avant, puis ensuite les renlever pour que ça ne me produise aucun bruit. Or ici, nous avons eu affaire à une association, l'organisation Salam, qui, avec l'administration de l'université, a depuis le départ organisé les choses dans la transparence et a assumé ce choix. Et de cela, j'aimerais non seulement les remercier, mais leur dire que c'est à l'honneur de l'univers académique, de la liberté d'expression académique et de ce que doit être une université en France. Il faudra qu'en France, on ouvre le champ de ce débat critique. Vous êtes, pour ce qui me concerne, la voie qui le permet. J'aimerais saluer l'administration et la direction de cette université de Sciences Po, chaleureusement, académiquement, en espérant que cet exemple soit suivi ailleurs en France et que l'on cesse une espèce de terreur de la pensée parfois, de la sélection de la pensée académique qui s'entend. J'ai même, bien entendu, eu vent de certaines pressions douces qui se sont faites et latérales. Et à ceux qui osent aujourd'hui faire de telles pressions, je leur réponds avec le sourire qu'ils pourront faire ce qu'ils veulent pour empêcher les gens de penser. Nous penserons au-delà de ce qu'ils empêcheront. De fait, j'en viens aujourd'hui à cette question. C'est une question qui est importante, qui nous est posée, et elle est en lien, effectivement, avec le dernier livre que j'ai publié au mois de novembre sur le réveil arabe et l'islam. Quel est le rôle du référent islamique? Comment comprendre aujourd'hui dans le monde majoritairement musulman, dans ce qu'on appelle MENA en anglais, c'est-à-dire le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, comment comprendre aujourd'hui les réalités et les évolutions? Alors, comme il a été dit, et il faut le rappeler, il faut le redire, au début des processus, celui qui a commencé en Tunisie et qui s'est poursuivi en Égypte, puis au Yémen, puis même en Algérie, puis ensuite ça s'est arrêté, mais également au Maroc, en Syrie, au Bahreïn. Ce sont tous des mouvements qui, au départ, sont des mouvements qui n'ont aucune spécificité idéologique. C'est-à-dire, ils ne sont pas islamistes, mais ils ne sont pas forcément laïcs. Ils ont un dénominateur commun, le refus de la dictature, le refus de la corruption, et surtout un élan qui va être un élan dont la motivation est plus socio-économique que idéologique et politique. Mohamed Bouazizi, quand il se donne la mort, il se donne la mort à partir d'une situation de paupérisation qui est une réalité de la Tunisie avec les ingrédients que l'on connaît et qu'on retrouve d'ailleurs en Égypte. Et donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que la force de tous ces mouvements fut à son origine le fait qu'il n'y avait pas de positionnement idéologique spécifique. Il y avait un refus transversal et cette jeunesse, et ces femmes et ces hommes avaient comme dénominateur commun le refus de la dictature et non pas le positionnement idéologique. Et ceci surtout et essentiellement à partir de, bon je le dis dans le livre, ce sont des choses que l'on peut étudier. Il y a des gens qui n'ont pas très bien compris ce que j'étais en train de dire. Quand je disais par exemple qu'il y avait des formations, que je répertorie des choses qui sont réelles, quand je dis qu'il y a eu des formations de cyberdissidents, de blogueurs, ce n'est absolument pas le fait de minimiser l'énergie populaire, c'est simplement de dire que effectivement à un moment donné, cette mobilisation de masse, elle a été possible parce que des gens ont été aussi formés à développer des slogans d'unification dans la discipline non violente, dans la planification et dans le programme par étapes. Ça, c'est quelque chose qui est factuel, qui est une réalité. Quand ça a été trop idéologique ou trop politiquement orienté, ben ça a cessé, comme en Algérie. En Algérie, ça a commencé par des partis et ça s'est tout de suite arrêté. Ça n'a pas été du tout le même engouement, la même force, l'énergie populaire. Donc, il n'y a pas à minimiser la force des peuples, mais il n'y a pas à être naïf sur la perspective des slogans et des visées politiques. Donc ça, c'est un premier élément.
Le deuxième élément qui est important ici, dans cette discussion, c'est qu'au moment où l'on doit dire et répéter que les mouvements islamistes, ni Ennahda en Tunisie, ni l'Ikhwan al-Muslimun, les frères musulmans en Égypte, ni tout autre mouvement islamiste n'était à la pointe de ces mouvements. Et d'ailleurs, très souvent, il y a eu même des résistances à prendre part, parce qu'il y a eu un doute sur l'efficacité, il y a eu un doute sur le potentiel populaire. Et ce n'est que sur le tard qu'ils se sont joints au mouvement. Il faut savoir, par exemple, qu'il y a eu un débat très tendu à l'intérieur des frères musulmans jusqu'au 23 janvier, 2 jours avant la manifestation qui a lieu sur Midan et Tahrir, sur le square de la Libération, et qui va faire en sorte que la jeune génération va pousser l'ancienne génération en leur disant il faut joindre ce mouvement à la suite de ce qui s'est passé en Tunisie. Et en Tunisie, même si des jeunes étaient dans les mouvements, ils n'étaient pas affiliés d'abord au sens organisationnel. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément qu'il faut mettre en évidence, c'est que on nous a annoncé, en particulier c'était vrai dans l'intelligentsia et dans la culture politique quant à l'analyse du Moyen-Orient et du monde arabe, 2 sociologues, 2 experts dans le monde arabe, du monde arabe avaient annoncé, ils ont de ce point de vue-là fait un tout petit peu le tour du monde, la fin de l'islam politique. Et au premier rang desquels, le premier qui a écrit sur cette thèse et qui l'a développée et qui parlait d'abord de l'Iran, c'est Olivier Roy, et il a été suivi par Gilles Kepel. Et ils ont annoncé effectivement la fin de l'islam politique et manifestement, il y a eu quelques erreurs d'analyse. Or, en fait, l'islam politique au sens des mouvements politiques, des organisations politiques, dont le référent est l'islam, n'ont jamais disparu ni de l'Égypte, ni de la Tunisie, ni d'aucun pays arabe, ni de la région. Ce qui nous a trompés, ou ce qui a trompé ces analyses, c'est que la dictature était telle qu'elle empêchait l'expression de toute opposition. Mieux que cela, on nous a vendu en Occident et en Orient, de la même façon, ce n'était pas simplement en Occident, c'était un discours commun et entendu qu'il valait mieux la dictature à l'opposition des islamistes ou aux théocrates, agitant l'épouvantail iranien ou le littéralisme sans toujours être cohérent avec ceux que l'on soutient en Arabie saoudite et puis qu'on diabolise dans d'autres pays. Mais cela étant, il y avait de ce point de vue-là l'idée que les dictatures avaient mis un terme à ce référent-là. Et en fait, ils n'ont jamais mis un terme, ils ont étouffé et n'ont pas écrasé. Ils ont caché mais n'ont pas fait disparaître. Et dès que la chape de plomb s'est levée, ces mouvements-là, qui étaient présents dans toutes les sociétés, sont réapparus, mais ils n'ont jamais disparu, ils n'ont jamais été au terme de leur processus, et ils sont présents. C'est une bonne chose d'éviter d'avoir des sonneries de téléphone, même orientales. Et donc, de ce point de vue-là, la fin de l'islam politique était une prévision qui s'est avérée de courte vue, même si aujourd'hui, j'ai beaucoup de respect pour le travail d'Olivier Roy. Je ne suis pas toujours d'accord avec certaines de ses thèses, mais je pense que c'est un travail sérieux. Et aujourd'hui, il dit, mais l'islam politique dont nous parlons aujourd'hui n'est pas tout à fait de même nature que l'islam politique d'hier. Donc moi, j'admets tout à fait que l'islam politique est en train de passer par des mutations historiques, ça c'est une réalité, mais à partir de quel moment passe-t-on de l'islamisme au post-islamisme, ça c'est encore une chose qu'il faudrait vérifier, de nous dire de quoi, à quel moment on est dans autre chose. Et le meilleur exemple, c'est toute la discussion, vous avez sans doute suivi, en Turquie, où Erdogan, qui est aujourd'hui Premier ministre, est un enfant de la tradition islamiste dont le mentor a été Erbakan avant lui. Et cet islamisme-là était un islamisme affirmé au point d'être dans la résistance, jusqu'à la résistance non pas simplement politique mais économique. Souvenez-vous, je le dis dans le livre et j'explique cette relation. Erbakan, qui est d'abord un économiste, voulait faire face aux
par le D8 au G8 en disant il faut absolument développer une alliance des sociétés majoritairement musulmanes contre l'impérialisme économique occidental. Donc c'était une vision qui ajoutait l'économique au politique. Et Erdogan, sur les 20 dernières années, en particulier depuis qu'il est au pouvoir, a évolué. Souvenez-vous, il y a 10 ans, 12 ans, on disait attention, c'est un islamiste, il va venir au pouvoir. Certains disaient c'est un islamiste modéré, d'autres disaient c'est un musulman modéré, d'autres disaient c'est un musulman démocrate, d'autres disaient c'est pas possible, on ne peut pas être les deux. Enfin bref, on a tout dit. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'à partir d'un certain moment, il est l'enfant d'une histoire de l'islamisme turc. Et qu'aujourd'hui, certains nous disent, mais c'est déjà plus l'islamisme, c'est le post-islamisme. Et donc on se dit, mais alors à quel moment l'islamisme s'arrête et à quel moment quelque chose d'autre commence? Qu'est-ce qui distingue les uns et les autres? Donc qu'il y ait des mutations, c'est une évidence. Qu'il y ait une évolution dans la pensée d'Erdogan, c'est une chose très très importante. Mais pourquoi est-ce que je parle de la Turquie? Parce que ça remet en cause l'idée que l'islamisme ou l'islam politique a disparu, mais que ça pose la question de qu'est-ce qu'il reste de l'idéologie qui est née au début du XXe siècle, aujourd'hui, dans les positions des mouvements comme Ennahda ou comme les Frères musulmans ou comme le PJD aujourd'hui au Maroc, dont on a aujourd'hui le Premier ministre représentant de cette tendance au Maroc. Donc ça, c'est une question qui est critique, qui est centrale dans notre discussion. C'est déterminer, définir de quoi l'on parle quand on parle d'islam politique, parce que savoir quel est le rôle de l'islam politique à l'aune ou à la lumière de ces processus de soulèvement, que moi je n'appelle pas révolution, que je n'appelle pas printemps, je ne vois pas encore de printemps, même si je suis de ceux qui sont prudemment optimistes et qui reconnaissent l'évolution intéressante aujourd'hui du processus en Tunisie. Je ne confonds pas l'exemple ou l'exemplarité tunisienne avec les vraies inquiétudes que j'ai et pour l'Égypte, et pour la Libye, et pour la Syrie, et pour tous les autres pays. En fait, j'ai écrit un article en mettant en évidence, ça vous le retrouvez dans le site, il n'est pas encore dans le livre parce qu'il a été écrit après, mais où je mets en évidence, il se pourrait que nous ayons affaire à la réussite d'un pays pour l'échec de tous les autres. Et que ça pose une vraie question. Aujourd'hui, l'Égypte, c'est une vraie difficulté, c'est une complexité énorme, avec un rôle de l'armée, avec des tendances contradictoires. Donc ça, c'est une dimension qu'il faut relever. Troisième élément, en termes d'analyse, et pourquoi est-ce que je commence par cela? Parce que ce que j'aimerais, c'est que nous ne simplifions pas les données de la réflexion et politique, et géostratégique, et économique. Il faut vraiment comprendre la complexité. Nous sommes au Moyen-Orient, dans une région extrêmement complexe, avec des tendances très, très, très diversifiées, et il faut avoir l'humilité intellectuelle d'étudier pays par pays, et de suspendre son jugement dans beaucoup de situations. Il faut suspendre son jugement. Je ne crois pas aujourd'hui que quelqu'un peut nous dire quelle peut être l'évolution régionale, globale. Nous sommes vraiment aujourd'hui en face de quelque chose où moi je suis complètement d'accord. Nous avons un effet domino dans l'énergie des peuples qui s'est transmise d'un peuple à l'autre. Ça, c'est une évidence. Mais il ne faut pas confondre l'effet domino quant à l'énergie des peuples avec la compréhension de la géostratégie régionale. Et là, pour moi, ce n'est pas un effet domino, c'est un jeu d'échecs. C'est plutôt un jeu d'échecs, c'est-à-dire chaque élément est distinct, mais ils sont tous connectés. C'est-à-dire que ce qui se passe en Égypte a une relation avec ce qui se passe en Syrie, qui a une relation avec ce qui se passe en Tunisie, qui a une relation avec ce qui se passe en Turquie, et tout cela a aussi une relation avec deux éléments, deux facteurs déterminants de la région, la situation de l'Iran et le conflit israélo-palestinien. Vous ne pouvez pas comprendre tout cela sans avoir en lumière toutes ces données-là. Donc c'est complexe, ça demande de l'analyse, ça demande de la prudence. De la prudence quant aux conclusions, mais quelque courage quant aux affirmations politiques également que l'on a par rapport à cela. Donc, ça m'amène, et c'est le troisième point, à mettre en évidence la diversité des pays. Il faut vraiment regarder la diversité des pays et la diversité de l'islamisme selon les pays, parce que ce n'est pas la même chose.
les mouvements ne sont pas pareils, les thèses ne sont pas pareilles, les évolutions ne sont pas pareilles, les leaders ne sont pas les mêmes, et vous avez à l'intérieur de chaque mouvement des évolutions historiques, c'est-à-dire que Nahda en Tunisie a évolué, les frères musulmans ont évolué, l'islamisme turc a évolué, le Maroc a évolué, il y a des évolutions. Alors après, on peut continuer à dire, comme je l'entends chez des intellectuels, à midi, là, je discutais avec Jean Daniel du Nouvel Obs, et qui questionnait dans ses écrits, pas pendant le débat de ce matin, mais je lisais ce qu'il écrivait, et il y a toujours cette suspicion qui mettait en évidence, de toute façon, leur révolution, elle est réelle, mais il ne faut pas oublier d'où ils partent. Donc d'où ils partent les fait demeurer suspects quant à là où ils arrivent. Et je dis, mais si vous utilisiez les mêmes catégories pour n'importe quel politicien en Occident, ben on n'avancerait pas. Et je lui dis, mais dans le journal dans lequel vous êtes, au Nouvel Obs, mais 80% de ceux qui sont au Nouvel Obs, des sociodémocrates aujourd'hui, étaient des trotskistes, communistes et marxistes-léninistes hier. Donc si on part de leur point de départ, on ne peut pas leur faire confiance. Ce sont des sociodémocrates déguisés. Et donc on ne peut pas. Donc les catégories que l'on admet politiquement, des gens peuvent évoluer politiquement, il faut l'admettre pour tout le monde. Et ce qui nous permettra de juger, ce n'est pas de suspecter leur discours politique, c'est d'analyser leur politique réelle sur le terrain. C'est la seule chose qui nous permet de considérer si on évolue ou pas. Est-ce qu'on est sérieux sur la question de la démocratie? Est-ce qu'on est sérieux sur les droits humains? Est-ce qu'on est sérieux sur la liberté? C'est là où on va voir si les gens disent ce qu'ils font et font ce qu'ils disent, et non pas suspecter systématiquement les politiques, parce qu'à suspecter les politiques, nous n'arrivons pas à évoluer ou à comprendre ce qui est en train de se passer. Et puis, donc, la diversité des pays et, comme je l'ai dit, la diversité des tendances. Premier élément, à ce qui concerne pourquoi est-ce que j'utilise le terme, et que je l'admets parce que parfois on me pose la question, c'est ce que j'enseigne aussi à Oxford sur les mouvements islamiques contemporains ou islamistes ou de l'islam politique contemporain, là, à l'heure actuelle. Et donc il y a une première chose qui est, il faut se mettre d'accord sur la terminologie que l'on emploie. L'islam politique, qu'est-ce que l'on entend par cela? Et souvent, certains dans le monde musulman et à l'extérieur, dans le monde majoritairement musulman, on dit « non mais l'islamisme c'est une catégorie qui vient de l'Occident ». Or cela est faux. En fait, l'islamisme vient de l'expérience historique de l'islam politique et le mot va apparaître dans le sens que l'on emploie aujourd'hui dans les années 50, exactement autour des années 54-55, dans les prisons égyptiennes. Et dans les prisons égyptiennes, et j'explique ceci dans le livre, il y a une fracture. Parce que quand on était opposé à l'Occident, quand on était opposé à la présence britannique, par exemple, en Égypte, eh bien, c'était facile. Nous étions les musulmans et ils ne l'étaient pas, ils étaient les colonisateurs. Tout change quand, après les colonisateurs, vient au pouvoir un musulman qui s'appelle Jamal Abdel Nasser, donc le libérateur, et qui va mettre en prison ceux qui l'ont aidé à libérer le pays, et parmi eux, les frères musulmans. Et dans les frères musulmans, une vraie question. Qui est musulman? Est-ce qu'on peut s'en prendre à cet homme? Est-ce qu'on peut le renverser? Et vous allez avoir dans les prisons deux tendances. Une tendance qui va dire « nous sommes musulmans et lui ne l'est plus ». Il est sorti de l'islam. C'est ce qu'on va appeler les mouvements du takfir, c'est-à-dire sortir les gens de l'islam à partir du moment où ils ne respectent pas politiquement les préceptes. Et ils vont dire « nous sommes musulmans et lui ne l'est pas ». Et la vieille tradition des frères musulmans va dire « non, nous sommes tous musulmans et lui aussi est musulman, même s'il est tyran, il reste musulman, mais nous sommes islamiyoun, c'est-à-dire on va faire la différence en arabe entre muslimoun ou islamiyoun. Muslimoun, c'est tout le monde est musulman, mais nous sommes islamistes, c'est-à-dire que nous avons un projet social et politique de transformation de nos sociétés. Le mot vient de là et il vient de l'intérieur d'une discussion théologico-légale entre les musulmans, à savoir comment déterminer le fait que nous soyons tous musulmans, mais que certains aient un projet politique. Or, aujourd'hui, quand on parle de l'islam politique, ce sont celles et ceux qui ont, dans le monde musulman, un programme politique, une vision sociale, dont le référent est le référent religieux, est le référent islamique, et qui, au nom de cela, veulent transformer la société et la libérer de
ce qu'ils entendent, la référence, l'imposition de références extérieures, idéologiques, c'est-à-dire l'impérialisme culturel, comme l'impérialisme économique, comme l'impérialisme politique. Ça, ce sont leurs thèses. Et donc, il y a ici à comprendre que c'est ce qui va réunir tout cet islam politique. Mais, et c'est là qu'il faut le comprendre tout de suite, vous allez avoir des tendances qui sont différentes. Et l'islam politique est aussi diversifié que le sont les musulmans dans l'islam. Quand vous rencontrez, vous n'avez jamais rencontré l'islam, vous avez rencontré des musulmans. Et parmi ces musulmans, vous en avez qui sont des littéralistes, vous en avez qui sont des réformistes, vous en avez qui sont des mystiques, des soufis, vous en avez qui sont des rationalistes, vous en avez qui sont strictement liés au projet politique. Vous n'avez pas simplement, et j'insiste pour ça, c'est tellement important quand on va rentrer dans le monde, le Moyen-Orient, d'arrêter à partir de là où nous sommes, et c'est ce que je disais à Jean-Daniel aujourd'hui, et c'est ce sur quoi j'interpelle beaucoup des intellectuels occidentaux, cessez de voir le monde musulman sous la binarité, les bons et les mauvais. Ça, c'est une pensée coloniale. La pensée coloniale, quand elle arrivait dans un pays, les bons collaboraient, les mauvais résistaient. Or, aujourd'hui, dans le monde musulman, vous avez plusieurs tendances. Des tendances qui sont certaines, sont très littéralistes, ce qu'on appellera les salafis. Dans les médias aujourd'hui, on les appelle les wahhabis. Si vous allez là-bas, wahhabis, ils n'accepteront pas, beaucoup que vous les appeliez comme ça, ils accepteront le mot salafi. Et salafi, c'est revenir au texte, mais eux, avec une tendance littéraliste. C'est ce qu'on trouve dans beaucoup de pétromonarchies aujourd'hui, au premier rang desquelles, effectivement, l'Arabie saoudite est l'essentiel, le centre essentiel de la production de la pensée salafi, littéraliste. Mais vous en avez en Égypte, vous en avez partout en fait. Vous en avez en Tunisie aujourd'hui, vous en avez au Maroc, vous en avez partout. Et puis vous avez une tendance réformiste, c'est-à-dire de gens qui lisent les textes mais qui ont envie de s'adapter à leur époque tout en restant fidèles. Et puis vous avez des rationalistes et autres. Eh bien, parmi les mouvements de l'islam politique, il faut se rendre compte que vous avez exactement le même éventail. Vous avez des gens qui viennent en politique avec des lectures littéralistes. Par exemple, en Égypte, le responsable du Hizb en-Nour disait « Mais vous savez, pour nous, la question de la démocratie, il disait ça avant d'y entrer, hein, parce qu'eux, ils ont changé en 8 mois. En 8 mois, la démocratie est passée de haram à halal, donc de illicite à licite. Et il disait, pour nous, la question de la démocratie, c'est pas de savoir si c'est licite ou illicite. Et quand vous avez les mots arabes dans l'esprit, c'est assez lourd. C'est pas de savoir si c'est halal ou haram. C'est pas ça notre problème. Alors vous vous dites, ah bah tiens, il va dire quelque chose d'intéressant. Vous pensez qu'il va dire quelque chose d'intéressant sur la démocratie? Il dit, non, pour nous, la démocratie, c'est du kufr. Donc c'est encore pire. C'est-à-dire, c'est le rejet, et dans son esprit, ça veut dire la mécréance. C'est-à-dire, on rejette les principes de l'islam. Ça, c'est ce qu'il disait. Donc vous avez, et si vous entendez le discours officiel de ceux qui sont les leaders de l'institution religieuse en Arabie saoudite, c'est de dire la démocratie n'est pas islamique. Donc vous avez cette tendance-là. Vous avez des tendances aujourd'hui qui ont évolué, ce que vous avez aujourd'hui en Tunisie ou ce que vous avez en Syrie. À l'intérieur, vous avez des courants. L'un des premiers à avoir admis et dit et affirmé qu'il n'y avait aucune contradiction entre le référent islamique et la démocratie, c'est Rachid Rannouchi. Rachid Rannouchi, qui pendant près de 20 ans a vécu en Occident et à Londres, près de Londres, eh bien, était assez isolé dans la mouvance des islamistes réformistes à un moment donné pour reconnaître que la démocratie, certains refusaient le mot de la démocratie en tant que référent, disant ça vient de l'Occident. Et puis à partir des années 80, ça s'est répandu, l'acceptation du concept de la démocratie chez les réformistes, qui aujourd'hui représente la majorité de l'islam politique, mais pas les seuls. Et puis vous avez des rationalistes, et puis vous avez une tendance plus radicale, c'est-à-dire des gens aujourd'hui qui sont dans une tendance révolutionnaire au sens où il faut renverser le tyran pour pouvoir changer la société. Et vous avez des stratégies, ceux qui passent par le bas, c'est-à-dire ceux, vous savez, ces termes de la sociologie, la réforme par le bas et le renversement par le haut, plus révolutionnaire. Et même un mouvement peut voir des évolutions, c'est-à-dire les frères musulmans, entre ce qui s'est passé avant la répression nassérienne et après la répression nassérienne, ont évolué. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir la connaissance de cela et de la diversité? Pourquoi? Parce que quand on en arrive aujourd'hui à juger ce qui se passe dans les sociétés majoritairement musulmanes, si on n'a pas cette connaissance,
de la profondeur historique de ces mouvements. On ne peut pas comprendre ce qui est en train de se passer, parce qu'on ne peut pas comprendre non plus les évolutions. Et nous en arrivons aujourd'hui à des vraies questions post-soulèvement et post-élection. Il y a une chose, comme je vous l'ai dit, qui est déterminante, c'est qu'à aucun moment cet islam politique, l'islamisme au sens de ce projet politique, n'a disparu. Il a été étouffé, il a été réprimé, et tout à coup, dans l'expression, il réapparaît sur la scène. Et qu'est-ce qui va se passer tout de suite après le processus électoral ou pendant le processus électoral? Et c'est ça la vraie question qui se pose. On va avoir, dans le monde majoritairement musulman, une sorte de polarisation. Et c'est ce que j'étudie dans le texte parce que c'est très inquiétant. La polarisation, elle va être celle, vous l'avez en Tunisie, vous l'avez en Égypte, vous l'avez en Syrie, vous l'avez en Libye, vous l'avez pratiquement partout, entre ce que l'on appelle les laïcs, en parlant en français, et puis les islamistes. Et souvent, les gens disent, en particulier quand on vit ici, « Ah, mais ça, c'est une projection occidentale », c'est-à-dire qu'on projette sur ces pays-là cette tension-là. Or, ce n'est pas vrai. La réalité, c'est que si vous êtes à l'écoute du débat tunisien pendant les élections, avant les élections, c'est une réalité vraiment tunisienne, comme c'était une réalité vraiment algérienne, comme c'était une réalité vraiment marocaine, comme c'était une réalité vraiment égyptienne. C'est-à-dire que le discours politique, post-soulèvement et après les élections, a consisté à confronter les positions des laïcs qui disaient nous sommes les tenants des valeurs de progrès, nous sommes les tenants des valeurs de la démocratie, et qui justifiaient ceci en disant la liberté, les droits des femmes et un certain nombre de droits comme ceci qu'ils mettaient en avant pour justifier de leur présence, rejetant les islamistes en disant vous êtes les partisans de la pensée rétrograde ou de la pensée théocratique ou de la pensée qui n'est pas loin de l'Iran. Donc tout à coup on a un mouvement laïque qui souvent s'est positionné sur deux choses. D'abord, il n'est pas juste de dire que le mouvement laïque a toujours été en soutien des dictatures, mais il n'est pas juste de dire qu'il a toujours été opposant aux dictatures. Vous avez tout un mouvement laïque qui a été au nom de la liberté et qui nous a vendu ceci, mieux vaut le dictateur que les islamistes, et qui ont soutenu Ben Ali et Moubarak, mais pas seulement, vous avez eu d'autres mouvements qui étaient des mouvements laïques, des syndicats, des gens qui travaillaient, qui étaient très courageux et qui se sont opposés à la dictature. Donc, jamais de généralisation. Ceux qui ont dit tous les laïcs étaient pro-dictateurs n'ont pas dit la vérité, mais vous avez quand même des gens, moi je me souviens d'une émission ici en France avec Medeb, Abdelwahab Medeb, qui m'expliquait, maintenant il est devenu démocrate, mais qui m'expliquait qu'au nom de la laïcité, et au nom de la séparation, il fallait de ce point de vue-là admettre qu'on puisse faire l'impasse sur la liberté des peuples. C'est-à-dire qu'on pouvait soutenir, au nom de la laïcité, avoir une laïcité moins la démocratie. Et ça, pour moi, ça n'était pas de loin pas la seule représentation du mouvement laïque tunisien. Et l'autre exemple que vous avez, c'est celui qui est aujourd'hui, et pour lequel j'ai un profond respect, celui qui est aujourd'hui le président de la République tunisienne, qui n'a jamais été un islamiste, mais qui s'est positionné de façon éthique dès le départ, à savoir qu'il fallait s'opposer au dictateur qui en a payé le prix, qui n'a jamais été islamiste, mais qui a toujours dit « il n'y aura de solution pour la Tunisie que quand on entrera dans un dialogue national et non pas dans une confrontation polarisée et inutile et non fructueuse. » Et là, vous avez cette position-là. De l'autre côté, vous avez des islamistes où, de la même façon, on va trouver une position qui n'est pas une position avec une vision politique, mais qui va dire aux laïcs, en fait, vous êtes désoccidentalisés, vous êtes pour l'Occident, nous sommes les garants de la religion et de la tradition, et qui vont justifier leur positionnement idéologique par leur rejet de l'autre.
et non pas par la vraie vision politique. Et c'est ça le vrai problème aujourd'hui, c'est que vous avez une polarisation dont les deux tendances, les deux centres ne se justifient pas par la vision politique qu'ils ont, mais par le rejet de l'autre pôle, en se justifiant et en justifiant leur présence par l'opposition à l'autre. Et ça, c'est la grande crise de la conscience arabe contemporaine. Réduire le débat politique à la polarisation entre les laïcs et les islamistes et en fait en arriver à oublier les vraies questions politiques, sociales, éducatives, géostratégiques et économiques. Ce sont ça les vraies questions aujourd'hui. Et la question n'est pas de savoir à partir d'un certain moment uniquement quelle va être votre position sur la tenue vestimentaire, avec des laïcs qui insistent qu'il faut être libre de ne pas se couvrir, et des islamistes qui, pour ne pas faire peur, disent « mais vous n'aurez pas besoin de vous couvrir », et puis qu'on soit content. Ça, c'est le degré zéro de la conscience politique contemporaine. La lutte pour le droit des femmes ne se passe pas par uniquement la tenue vestimentaire, elle se passe par l'accès à l'emploi, d'abord l'accès à l'éducation, l'accès à l'emploi, sur les salaires égaux, sur le droit égal, la lutte contre la discrimination. C'est ça une vraie politique féminine. Ce n'est pas une politique de l'apparat, ce n'est pas une politique du vêtement, c'est une politique du droit, c'est une politique qui lutte contre la discrimination. Et c'est à ça qu'il faut amener les laïcs, et c'est ça qu'il faut poser comme question aux islamistes. Et aujourd'hui, on est dans un débat qui, malheureusement, a confronté cette polarisation. La chose qui est intéressante, c'est que ce que nous voyons là récemment en Tunisie, c'est qu'il y a des espaces où on a tendance à dépasser ces considérations polarisées et à ouvrir des débats de plus en plus intéressants. J'espère qu'on va continuer dans cette voie-là, même si malheureusement ce qui nous en revient à Paris reste la polarisation. Des voix que l'on entend en France, malheureusement, sont encore des voix qui répètent ce qu'on a entendu pendant des années, à savoir « attention, ils ne disent pas ce qu'ils pensent, la Tunisie est en danger ». Moi, je ne dis pas que la Tunisie est sauvée. Je dis que la Tunisie est dans une situation de transition et qu'il faut poser les vrais termes du débat, non pas les termes superficiels, idéologiques et orientés. Ça m'amène à dire, j'ai encore 7 minutes, c'est juste ? Je vais essayer de m'en tenir à ce temps. Donc ça m'amène à dire que ce qu'il faut aujourd'hui poser comme question, il ne peut pas aujourd'hui être question de ne pas reconnaître qu'au sens historique de l'histoire récente, l'islam politique a une crédibilité au niveau des populations arabes parce qu'ils ont payé le prix de l'opposition, parce qu'ils sont dans une référence qui est une référence populaire, et que de ce point de vue-là, on ne pourra pas les effacer et on n'a pas à les effacer. De notre côté, de là où nous sommes en Occident, à partir d'un certain moment, il faut être cohérent avec nos principes. Si nous sommes pour la dictature, il faut le dire. Et si nous sommes pour la démocratie, il faut en accepter les résultats. Que ça nous plaise ou non, ce que veut le peuple, c'est le peuple qui le veut, et ce n'est pas à nous de dire que le peuple veut mal, parce qu'il ne veut pas ce que l'on veut. Parce qu'au cas où, pendant 20 ans, ce qu'on a voulu, c'était contre ce que vivait le peuple. Ça ne nous a pas beaucoup fait peur, ça ne nous a pas beaucoup ému de savoir qu'il y avait des gens qui ont croupi pendant des années en prison sous la torture de Ben Ali, sous la torture de Moubarak. Et moi, je n'arrêtais pas de le répéter. Je veux dire, quand je revenais de ces pays-là en disant « ça n'est pas possible de pouvoir supporter et soutenir ceci » et qu'on me faisait... on diabolisait ce discours-là en disant « si vous dites ça contre Ben Ali, c'est que forcément vous êtes un islamiste au discours retors ». J'ai entendu ça, vous pouvez l'imaginer. Et pourtant, la seule chose qui m'intéressait dans tout ce discours-là, c'est la clarté du positionnement fondamental sur les principes démocratiques et les principes du droit des peuples à se déterminer et à être indépendants. Ayant dit cela, aujourd'hui, les vraies questions qui vont être celles des sociétés majoritairement musulmanes, et vous me permettrez, en 40 minutes, on ne peut pas aller très loin dans tout ceci, mais il y a des vraies questions. Il faut prendre pays par pays et observer l'évolution des mouvements. Et l'évolution des mouvements, c'est qu'il y a aujourd'hui chez les islamistes 3 choses qui apparaissent comme déterminantes. 1, le clivage des générations. C'est une réalité, c'est-à-dire que les jeunes générations n'ont pas du tout le même positionnement doctrinal que les anciennes générations. Troisième des choses, des vraies évolutions quant au type du rapport à la doctrine politique.
C'est-à-dire d'entendre aujourd'hui, du Maroc jusqu'à l'Indonésie, en passant par l'Égypte, en passant par la Syrie, en passant par la Libye, en passant par la Tunisie, des islamistes qui disent, et alors là il faut les prendre au mot, ils disent nous sommes pour un État civil, nous ne sommes pas pour un État islamique. Et Dawla al-Madaniya et pas Dawla al-Islamiyya. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils reconnaissent une chose, c'est que les processus démocratiques doivent être respectés. Le choix du gouvernant, le choix de l'État se fait par la négociation démocratique et non pas par l'imposition théocratique. Donc, se distançant de tout ce qui pourrait être un mixte de l'expérience iranienne, et souvent en affirmant que l'évolution de la Turquie, par exemple, est celle qui les intéresse le plus politiquement, sans que pour autant ce soit un modèle. Mais le rapport à la structure, rappelez-vous aussi d'Erdogan qui va en Égypte et qui dit aux gens « n'ayez pas peur de la laïcité ». C'est ce qui permet la diversité. Donc il y a une vraie évolution, deuxième thèse, sur les termes du débat politique. Troisième des choses qui est importante, c'est aujourd'hui une chose qu'on n'avait pas vue auparavant et qui est apparue depuis 10 ans, la capacité de ces mouvements à sortir de leur ghetto idéologique, parfois de leurs références, et à faire alliance avec d'autres partis. C'est vrai en Tunisie, c'est vrai au Maroc, c'est vrai en Turquie, c'est vrai en Égypte. Souvenez-vous du mouvement Kifaya, ça suffit. C'était des gens qui venaient de tous les horizons et qui s'opposaient à la dictature. Donc il y a aujourd'hui la sortie des clivages. Et ça, c'est très intéressant et pour les mouvements laïques et pour les mouvements islamistes de pouvoir sortir et de pouvoir affirmer des vraies politiques sociales. Et ça m'amène à ma conclusion, à savoir que ces évolutions-là, il va falloir les regarder et les observer sur le terrain. Est-ce qu'on est sérieux sur ces questions-là? Et c'est là où les thèses que j'essaie d'apporter dans le livre et que je défends aujourd'hui sont des thèses qui, à partir de cette notion de l'État civil, qui considère qu'il est un principe indéniable que le choix du gouvernant ou de la gouvernance et de la structure étatique est le fait de la négociation par les citoyens et des peuples, et non pas des choses qui sont imposées, il y a des vraies questions qui doivent être posées. Et c'est là où il faut questionner, non pas simplement sur la forme de leur positionnement, mais sur le contenu de leur projet politique, et les laïcs, et les islamistes au premier rang. À savoir, qu'est-ce que vous entendez par l'état de droit? Qu'est-ce que vous entendez par l'état de droit? Quelle va être votre politique éducative? Parce que ça ne sert à rien de célébrer la démocratie quand vous avez 60 à 70% de gens qui sont dans l'analphabétisme ou l'illettrisme fonctionnel. Ça ne peut pas être un projet de société. Déjà, nous, en Occident, ici, on s'aperçoit qu'avec des gens qui sont éduqués, nous sommes l'objet de campagnes populistes qui marchent. Nous sommes attiré par l'émotif qui fait gagner des élections, alors quand on n'est pas éduqué, on va être attiré par qui? L'instrumentalisation de la religion ou des valeurs ou de la consommation ou du consumérisme est d'autant plus prégnante quand il y a illettrisme. Donc on ne peut pas ne pas avoir une politique éducative, pour les femmes comme pour les hommes. Moi, ce qui m'intéresse dans l'émancipation des femmes, et c'est l'émancipation des femmes qui m'intéresse, c'est qu'elle ne peut commencer que par la protection du droit à l'éducation et le droit à l'emploi et au salaire qui permet l'indépendance. Le reste, toutes ces discussions sur tu vas porter le voile, tu ne portes pas le voile, est-ce qu'on va l'imposer? Tout ça, on a l'impression qu'on est à Paris, dans certaines discussions. Et Moncef Marzouki, il en a eu marre, il a eu certains qui venaient tout le temps lui dire ça, lui dit mais vous n'êtes pas en contact avec le peuple, vous êtes en train de nous parler comme une élite qui est loin du peuple. Parlez avec le peuple, et le peuple aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est pas qu'on parle de ça, c'est qu'on parle de la véritable politique d'émancipation. Ça, c'est un premier élément, la politique éducative, la lutte contre la corruption. Le mal qui ronge les sociétés arabes, c'est la corruption. Et ça ne vient pas de Paris, et ça ne vient pas de Washington, ça vient des dynamiques internes. Quand vous allez en Afrique, la première chose que vous pouvez dire aux Africains, la première chose que vous pouvez dire aux Arabes, vous êtes les principaux responsables de la corruption qui mine les sociétés. Et alors certains vous regardent, dès qu'on parle de corruption, ils regardent le roi ou le président. Non mais il y en a certains dans leur vie quotidienne, ils savent ce que c'est la corruption. Le bakshish, le rachwa, tout ça on connaît. On est des spécialistes. De l'aéroport
Vous riez, vous savez de quoi je parle. Et donc on est là, dans une réalité où c'est la lutte contre la corruption, pour la transparence démocratique. Ça, ce sont des vrais. Et puis, il y a un dernier élément, c'est qu'il ne faut pas... L'une des plus grandes mutations de l'islam politique contemporain n'est pas politique seulement, elle est économique. Beaucoup dans l'islam politique, dans les années 20 et dans les années 30, étaient très très proches des mouvements de la théologie de la libération. La théologie de la libération, c'était la lecture des pauvres, c'était la résistance à l'économie de marché. La majorité des islamistes contemporains acceptent les lois du marché, acceptent d'en rentrer dans l'ordre économique. Et ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'aujourd'hui, on est très content du modèle turc parce qu'il fait presque 10% de croissance, il est entré dans l'économie mondiale. Il y a maintenant, l'économie turque a moins besoin de l'Europe que l'Europe a besoin de l'économie turque et de sa place géostratégique. Est-ce qu'on est content de cela ou est-ce qu'il y a une vraie question sur les données économiques avec l'entrée au Moyen-Orient de nouveaux acteurs, la Chine, 7 fois plus de relations commerciales et économiques avec le Moyen-Orient sur les 10 dernières années. L'Inde, avec le triplement de ses relations et une présence des immigrés indiens comme travailleurs dans toute la région phénoménale. L'Amérique du Sud avec le Brésil et l'entrée de la Russie et l'entrée de l'Afrique du Sud. Ajoutez à cela la Turquie. Ces nouveaux acteurs font que le Moyen-Orient aujourd'hui est en train de se déplacer vers l'Est. Il faut tenir compte de cela, parce que ça, ce ne sont pas simplement des questions politiques, et toute la question va être de qu'est-ce que vont faire les islamistes dans tout cela. Eh bien, aujourd'hui, on entend des voix islamistes qui sont prêts à discuter avec la Banque mondiale, qui sont prêts pour les ajustements structurels, qui sont prêts à discuter avec le Fonds monétaire international et qui n'ont pas de problème avec ça. Donc la vraie question, elle n'est pas uniquement politique, c'est pas dites-moi qu'est-ce que vous pensez de la démocratie, mais quelle politique économique. Et là, ce sont des questions où l'exemple turc est important. Pourquoi? Parce qu'on a cessé de diaboliser l'exemple turc à partir du moment où il a été acquis qu'il entrait dans l'économie dominante et qu'il en a accepté les règles. Ce qui aujourd'hui est intéressant, c'est la capacité de l'exemple turc ou de la politique turque, non pas simplement de rentrer dans l'économie dominante, mais d'en devenir une des puissances les plus phénoménales. La nouvelle politique turque en matière étrangère, en matière économique, est extrêmement puissante. Dans les dernières années, ils ont ouvert 37 ambassades en Afrique. Ils sont présents dans toutes les zones sensibles. Ils ont un capital émotionnel majeur sur la question israélo-palestinienne. Et vous savez d'où ça vient? De 3 minutes. 3 minutes à Davos. Quand Erdogan se lève et il dit « je ne vous laisserai pas ». Et puis ensuite demander des excuses. Il a acquis un capital dans le monde arabe sur la question palestinienne majeure. En Russie, ils sont présents. Nouvelle relation avec la Chine. Ça, ce sont des vraies questions. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on ne réduise pas la question de l'islam politique à ce qui est la structure politique, mais à la politique éducative, sociale, économique et culturelle. Ça, c'est déterminant, culturel. Est-ce qu'on a une production d'une culture alternative ou est-ce que finalement, on est dans le consumérisme de tous les autres? Ça, ce sont des questions qui sont majeures à mon sens. Et vous voyez, on ne peut pas réduire ceci à une polarisation, on ne peut pas simplifier les choses, ça demande de l'étude, pays par pays, comprendre la géostratégie, avoir une vision globale, et puis encourager de là où nous sommes, en tout cas l'Europe, en tout cas l'Occident, à être cohérent avec ses principes, avec ses valeurs, et à permettre au peuple l'expression de leurs espérances collectives. Merci. Alors moi j'aurais une question. Vous avez abordé dans votre livre que vous venez d'aborder à l'instant que l'indépendance politique ne pouvait pas passer sans l'indépendance économique. Et dans l'actualité récente, l'Égypte a récemment accepté un prêt de 3,2 milliards de dollars octroyé par le FMI et approuvé par les frères musulmans qui l'avaient refusé il y a 6 mois. Alors, comment est-ce que vous expliquez ce revirement de position et, selon vous, comment est-ce que les islamistes devraient prendre position face à cela? Je ne sais pas comment ils devraient prendre position, mais je peux, avec vous, essayer de faire l'analyse de cela.
et qui est tout à fait intéressante. C'est exactement ce que je vous disais. Chez les frères musulmans, sur les 50 dernières années, vous avez des évolutions qui sont phénoménales, et en particulier sur cette question du rapport à l'économie, du rapport à l'Occident, du rapport aux États-Unis. Vous avez aujourd'hui, parmi les frères musulmans, des courants qui sont contradictoires. Vous avez des très jeunes qui sont encore sur Midan et Tahrir, sur le square de la liberté, qui n'ont absolument pas envie d'entrer en communication avec l'armée et qui demandent à l'armée de s'en aller. Et puis vous en avez tout en haut qui discutent avec l'armée et qui sont en train aujourd'hui de passer à la transition. Aujourd'hui, ce qui est clair, souvenez-vous, le deuxième discours de Barack Obama, le président Barack Obama parle des révolutions et il nous décrit un portrait tout à fait saisissant et optimiste de tout ce qui s'est passé. Nous sommes du côté du peuple tunisien, nous sommes du côté du peuple égyptien. Ils ont mis du temps, mais enfin maintenant ils sont du côté du peuple. Et il salue ceci. La moitié de son discours n'est pas politique, la moitié de son discours est économique. Il dit, nous allons donner de l'argent, nous allons financer. Et encore une fois, je veux dire, accompagner les processus d'émancipation politique en tenant quand même et en contrôlant les réalités économiques, ça reste du contrôle, ça reste des démocraties sous contrôle. Vous pouvez contrôler par la bourse la liberté de la parole politique. Et aujourd'hui, il est une évidence en Égypte, et ça c'est très important, l'Égypte aujourd'hui est sous contrôle, et encore sous contrôle de l'armée, qui joue un rôle déterminant. Et l'arrivée, par exemple, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez des islamistes qui sont de façon complètement contradictoire. Quand les gens ont dit, par exemple, et c'est ce que je disais à Jean-Daniel, je dis, mais quand vous avez dit à vos lecteurs que les islamistes avaient fait 60% en Égypte, vous avez tronqué la réalité. Pourquoi? Parce que les salafis ne sont pas du tout les frères musulmans, et qu'en fait, entre les 20% des uns et les 40% des autres, c'est une lutte. Et en fait, en 8 mois, ce pourquoi les salafis ont été poussés, et je mettais en exemple dans un article que je cite, vous pourrez retrouver ça dans le site, je mets en évidence que nous avons exactement eu le même phénomène où nous n'avons pas de mémoire, nous n'analysons pas les choses. En Afghanistan, vous avez les talibans. Les talibans n'étaient absolument pas des gens qui étaient inscrits dans la démarche politique. Ils étaient loin de la politique et ils ont été poussés dans la politique pour résister aux Russes. Qui a fait ceci? Qui les a poussés? Eh bien, deux forces. Les Saoudiens, et pourtant ça n'était pas tout à fait la même idéologie, et les Américains. On le sait, tout ça est répertorié, on sait que les Américains étaient en lien avec les talibans pour résister aux Russes. Et on les a poussés sur le champ politique. Pourquoi? Pour faire contrepoids à l'invasion et être la force vive populaire. En Égypte aujourd'hui, les salafis sont des mouvements contradictoires. Vous avez un ancrage très égyptien et vous avez un ancrage très lié à l'Arabie saoudite. Et tout à coup, ils apparaissent. Et donc, ils apparaissent et ils vont s'opposer. En fait, ils mettent les frères musulmans dans une situation où ils doivent ou composer avec l'armée ou avec eux. S'ils composent avec eux, ils perdent leur crédibilité au niveau de la population parce que ce sont des littéralistes, les autres. Et s'ils vont avec l'armée, ils y perdront leur crédibilité. Et c'est exactement là où ils sont et qui explique pourquoi, à un moment donné, ils prennent des positions. Certains d'entre eux, parce que là aussi vous avez des courants contradictoires, en acceptant avec l'armée, en acceptant avec aujourd'hui l'état de transition, le fait de l'intervention du Fonds monétaire international. Et si vous pensez que le Fonds monétaire international intervient dans un pays en étant complètement absent du contrôle économique et politique, ben vous pouvez continuer à rêver. Et donc de ce point de vue-là, il y a effectivement chez les frères musulmans un pragmatisme qui consiste à jouer sur ceci. Alors, évidemment, c'est le vrai problème que nous avons en Égypte aujourd'hui. Il faut absolument tenir compte de toutes ces données, c'est-à-dire que l'Égypte aujourd'hui est dans une situation de crise, que vous avez des tendances contradictoires et qu'il faut regarder derrière la scène comment, par l'économie, qu'on peut contrôler. Et vous avez chez les frères musulmans aujourd'hui une stratégie qui consiste pour certains à parler avec l'armée, à parler avec les salafis et à parler avec le Fonds monétaire international et à parler avec les États-Unis. Ça, c'est la réalité des islamistes aujourd'hui. Donc tous ceux qui idéaliseraient l'islamisme comme étant pur de toute relation politique, il faut qu'ils atterrissent. Et ceux qui n'y verraient de ce point de vue-là que quelque chose qui est le processus qui va vers l'autonomie et l'indépendance de l'Égypte, il faut aussi qu'ils cessent d'être naïfs.
à l'heure des soulèvements, la pire des choses qui puisse arriver dans l'analyse des situations dans le monde arabe, c'est la naïveté. Parce qu'alors là, ça nous emmènerait tous après avoir été plein d'espérance, à quelques doutes sur ce qui est en train d'arriver. Merci. Nous allons alors passer aux questions envers la salle. Nous allons les prendre 3 par 3. On va vous demander de vous lever et d'aller voir Jamal ici et Youssef. Pour ceux qui sont en mezzanine, on ne dispose pas de micro en haut, donc on va vous demander de descendre. Donc par un souci d'équité, on va commencer d'abord par l'avant de la salle, donc une tranche de 3 questions, ensuite on ira vers le fond pour l'autre série de questions. Donc les personnes qui veulent lever des questions à l'avant, levez-vous s'il vous plaît pour qu'on puisse vous identifier. Donc on a 3 personnes. Youssef. On vous demandera d'être brève et claire. Je vais essayer. Bonjour, je m'appelle Radia Ghanem. On entend beaucoup dans les médias la notion de printemps arabe. Quand on prend le monde arabe, ça part du Maroc jusqu'aux Comores, en passant par la péninsule arabe. C'est à peu près 20 pays, voire plus. Est-ce qu'on peut parler vraiment de printemps arabe, sachant qu'il n'y a que quelques pays qui se sont soulevés? On prend les 3 questions. Oui, 3 questions à la fois. Et... On va prendre 3 questions à la fois, c'est plus simple. Okay. Bonsoir. Pardon. Ah d'accord. Ok. Je pensais que vous alliez il tient le micro au cas où vous transformeriez la question en commentaire. On ne sait jamais. C'est exactement ça. Ah bah dans ce cas-là, vous mettez c'est la question. Hein. Si vous anticipez déjà mon intervention, je ne vois pas l'intérêt. Non mais allez-y. Okay. C'est pas qu'on anticipe votre question, c'est qu'on se connaît. Culturellement, je veux dire. C'est votre avis, monsieur Ramadan. C'est votre avis, monsieur Ramadan. Alors, monsieur Ramadan, allez-y. Alors, monsieur Ramadan, bonsoir. Je suis resté très perplexe après votre intervention du 26 mars 2011 à la chaîne marocaine 2M. Et pour cause, vous avez affirmé qu'il y avait une certaine spécificité marocaine et que le Maroc avait commencé un processus de réforme avant le printemps arabe. Or, lorsque... J'ai fait exprès. Or, je vous ai bien écouté ce soir, je lis vos livres, et j'analyse sur la durée, sur le terrain. Or, sur le terrain, notre commandeur des croyants, Amir al-Mu'minin, est arrivé au pouvoir en 1999, et jusqu'à 2009, j'ai analysé les progrès, l'évolution. Or, je vous donne juste un exemple concret. Le SMIC au Maroc est passé en 1999 de 150 € en 2009 à 150 €. Par contre, pour le premier employeur des Marocains, c'est-à-dire en l'occurrence notre commandeur des croyants, ces dividendes sont passés, écoutez bien, de 3 millions d'euros en 1999 à 25 millions d'euros en 2009, sachant que l'État lui verse chaque année plus de 300 millions d'euros. Moi, c'est-à-dire comment lui donner encore un bénéfice du doute sur le long terme. Et merci. On prend une question. Attends, la troisième, juste là. Ok, bon bah bonsoir Monsieur Ramadan. Vous n'avez pas le droit à tenir le micro. Ben non, vous voyez, c'est... Ouais. D'accord. Merci. Donc, je m'appelle Sarah. Donc pour moi, l'un des tests, on va dire, du point de vue occidental, mais également, on va dire, un peu oriental, ce serait d'essayer de concilier démocratie et islam. Donc là, c'est une question majeure et importante. Pour moi, l'erreur serait de idéaliser la démocratie occidentale et de prendre pour modèle cette démocratie, car ces peuples, en fait, ont retrouvé, on va dire, un souffle, mais qui récupérerait les mots de la démocratie occidentale, on va dire en général, et qui donc finirait très vite étouffé par ces nouveaux mots. Donc déjà aussi, il faut savoir de quelle démocratie on parle, de quelle démocratie on parle, et donc ça m'amène à vous poser une question. Est-ce à la démocratie de s'adapter au peuple ou au peuple de s'adapter à la démocratie? Et donc en ce sens, quelle est la part de choix du peuple et quel est le pouvoir du peuple? Merci.
Bien, je vais essayer de donner des réponses le plus courtes possible pour vous donner la possibilité d'avoir d'autres questions. Écoutez, moi, vous avez, d'une certaine façon, dans votre question, il y a une partie de la réponse. Je refuse, moi, l'appellation de printemps arabe. Je refuse même l'appellation de révolution. Moi, je parle de soulèvement et dont certains, quand on parle en anglais, on dit unachieved and unfinished, c'est-à-dire, comment on peut dire, une est non achevée et l'autre est même échouée. Et je suis aujourd'hui très, très dubitatif sur les processus révolutionnaires. Moi, je sais, je suis très critiqué. Il y en a certains qui comprennent mal mes positions. Quand je mets le doute sur les processus, ils pensent que je doute des capacités des peuples. Pas du tout. J'ai aucun doute sur l'énergie des peuples et je l'ai toujours salué. Maintenant, je ne suis pas naïf sur le jeu d'échecs. Le jeu d'échecs. De ce pourquoi, par exemple, on est allé aussi vite en Libye. Je ne sais pas si vous aviez suivi la discussion que j'avais eue avec Henri Guénaud, qui écrit les discours de Sarkozy et qui m'expliquait que, quand même, ils étaient touchés par la souffrance des Libyens et que je lui disais qu'il avait mis du temps quand même à géométrie variable. Je veux dire, ce qui a été demandé, la zone d'exclusion aérienne en Libye et qui a fait qu'on a justifié ça par l'intervention de l'OTAN, quand on l'a demandé en Palestine, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Et donc aujourd'hui, il y a des États négligés, il y a des situations négligées. La Palestine paye un prix de tous ces mouvements-là parce que la colonisation continue. Il y a des pays et des peuples aujourd'hui qui payent le prix. Le fait qu'un des exemples qui peut nous montrer que ça n'est pas complètement sous contrôle, c'est le courage du peuple syrien qui, malgré tout, est descendu et continue à descendre. Et au départ, souvenez-vous, pendant 8 mois, les Américains comme les Européens espéraient une réforme de l'intérieur, un peu sur le mode marocain, qu'ils réforment de l'intérieur. Et le peuple n'a pas voulu, il a descendu, et il était en train d'ébranler les fondements, même s'il ne faut pas être naïf sur la question syrienne. Donc moi, je ne l'appelle pas du tout printemps. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ceci. Et encore une fois, je demande aux gens de faire l'étude de ce qu'on savait aussi un peu avant, et qui est clairement la nécessité pour les États-Unis comme pour l'Europe de changer de politique au Moyen-Orient, et ça c'est acté, ça n'est pas quelque chose de nouveau, c'était nécessaire de changer de politique. Donc l'accompagnement de ces mouvements, les traduire de façon si positive comme ceci, je pense qu'il faut être lucide et considérer qu'il y a des choses très intéressantes qui se passent, il faut saluer l'énergie des peuples, il faut saluer l'énergie de la jeunesse, mais il ne faut pas être naïf sur les possibles instrumentalisations de ces mouvements-là aussi. Donc voilà, moi je suis très très prudent sur la terminologie, je pense que je suis d'accord avec vous. Sur mon intervention du 26 mars, c'était 2011, c'est ça? Merci de me la rappeler. Si vous écoutez bien ce que je dis dans cette intervention-là, parce que c'est un tout petit peu plus fin que cela, d'abord, c'était la première fois qu'on m'invitait à une télévision officielle. Je l'ai fait en arabe et je l'ai fait en français. Et ce que je mettais en évidence est qu'il y a une chose vraie. On doit être critique comme vous l'êtes. Ce que vous dites, moi, je n'ai pas la possibilité de vérifier les chiffres, mais je vous crois à peu près sur parole, mais à peu près seulement, parce que je ne vais non, mais je ne vous croirai que quand je vérifierai. C'est un souci mineur, mais important. Mais ce que vous mettez en évidence, c'est qu'il faut rester critique et il faut mettre en évidence que ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Maroc est loin d'être un processus démocratique, transparent et une évolution. C'est été des aménagements de réformes qui ont été, d'une certaine façon, une façon d'amoindrir les potentialités populaires à la mobilisation. Et donc, il y a un jeu politique ici. Il y a une chose qu'on ne peut pas ne pas reconnaître à ceux qui sont du Marzan et ceux qui sont autour du roi aujourd'hui, c'est une capacité de bien connaître leur société et de jouer à géométrie variable avec les libertés. Ça, c'est pas l'Algérie, c'est pas la Tunisie, c'est pas les autres types de régimes durs et dictatoriaux. Mais c'est ça que je disais. Maintenant, quand on me disait sur Imarat al-Mu'minin, c'est-à-dire on me disait est-ce qu'il faut qu'il reste, je dis, moi j'ai aucun problème avec le titre, si et seulement si, et c'est ce que j'ai dit à cette émission-là,
on est cohérent avec ce que ça requiert, c'est-à-dire qu'on est dans la justice. Aujourd'hui, je suis de ceux qui vous diront qu'on en est loin, que le Maroc a un vrai travail à faire, qu'il y a une vraie mobilisation critique à avoir, et je suis le premier de ceux qui le disent. Quand on a essayé à des moments donnés, quand j'ai fait un texte qui était un texte critique par rapport au pays qu'on a voulu me censurer, j'ai préféré à ce que le texte ne sorte pas. Mais aujourd'hui, je veux avoir une parole claire, pas de parole de compromis, et une parole qui dise les choses. Ce que vous dites est important, mais j'aimerais aussi vous dire une chose, c'est que j'ai entendu, parce qu'on n'est pas naïf, j'ai entendu avant les élections en Tunisie, on m'a dit avant les élections en Tunisie qui allait gagner les élections en Tunisie. Oh, je veux dire au Maroc, excusez-moi, oh, pardon. Si je commence à confondre la Tunisie et le Maroc, je ne vais pas me faire que des amis. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est qu'on m'a dit avant les élections au Maroc qui allait les gagner, c'est-à-dire que je pense que ce n'est pas un hasard que ce mouvement-là vienne au pouvoir maintenant dans cette configuration-là, parce que c'est une façon d'apaiser et de contrôler les manifestations populaires ou les ressentiments. Donc le Maroc a un vrai travail à faire de mobilisation intellectuelle, de continuation de cette expression et de cette libération vers plus de démocratie et plus de transparence. Pour moi, là, il n'y a pas de doute. Ce que je mettais en évidence dans cette rencontre-là, de ce qui m'a été dit, c'est la spécificité, la gestion particulière qu'il y a au Maroc de toutes ces considérations-là qui ont fait qu'on a évité que le mouvement du 20 février ait ce caractère massif et qu'il emporte le peuple. Vous ne pouvez pas ne pas reconnaître qu'il y a quelque chose qui a été, de ce point de vue-là, dans le peuple marocain, un frein par rapport à la présence, à l'image que le roi a. C'est une réalité, ça c'est des choses que je vois parce que je visite le pays, mais ça ne veut pas dire qu'il faille, au nom de cela, diminuer les revendications que vous mettez en évidence aujourd'hui. Cette affaire du SMIC qui n'a pas évolué depuis 10 ans, la paupérisation de la population, la réalité de la marginalisation, la réalité du sous-emploi, ce sont des faits. Et il faut, de ce point de vue-là, non pas simplement questionner les structures étatiques apparentes, mais les politiques économiques profondes. Ce que vous mettez en évidence et avec lequel je suis d'accord. Sur la demande de la démocratie, est-ce que c'est au peuple de s'adapter à la démocratie ou à la démocratie s'adapter au peuple? Je dirais ni l'un ni l'autre. Parce que cette histoire... Vous savez, moi déjà, je ne suis pas d'accord avec les termes de ce débat-là. Quand on vient vers moi, souvent on vient vers moi avec un micro en Occident, on dit « Alors, l'islam est-il compatible avec la démocratie ?» Je dis « Mais j'en ai marre de cette question. » Parce que cette question, elle est dans la binarité, ça veut dire quoi? En fait, la démocratie serait occidentale et l'islam aurait quelque chose d'autre. Et certains musulmans et certains islamistes ont accepté les termes de ce débat-là. Moi, tout ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'entendez-vous par démocratie? Quels principes mettez-vous en avant quand vous parlez de démocratie? Est-ce que vous mettez en principe? Et moi, j'en ai répertorié 6. D'abord dans un livre que j'avais écrit au début des années 90 qui s'appelle « Le face-à-face des civilisations ». Et dans ce dernier ouvrage, je reviens là-dessus. 1. L'état de droit. 2. La citoyenneté égalitaire. 3. Le suffrage universel. 4, ce qu'on appelle en anglais « accountability », c'est-à-dire que quand vous êtes élu, vous avez à rendre compte, vous êtes mandaté pour une certaine période. 5, la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Et 6, la séparation des autorités, qu'il n'y ait pas une imposition du religieux, mais qu'on ait considéré, et ça c'est quelque chose de complètement en accord avec l'islam, qu'il y a une autorité de l'État qui vient par l'élection et qu'il y a une autorité religieuse qui peut être autre chose et qui est une autre façon de fonctionner. Ces 6 principes-là, est-ce que ces 6 principes-là ont un problème avec la conscience musulmane, traditionnelle et contemporaine? Aucun. Aucun. Je dirais même qu'on n'a aucun problème avec ces principes-là. Par contre, ce que je dis aux sociétés majoritairement musulmanes, ces principes-là sont immuables, à vous de trouver votre modèle. Et les modèles de la démocratie, quand vous dites est-ce que c'est au peuple de s'adapter à la démocratie? Non. Quand on parle de la démocratie, pour moi, ce sont ces 6 principes-là. Là, on ne s'y adapte pas, on les porte. On les porte, ce sont des valeurs qui sont des valeurs partagées, qu'on doit pouvoir porter comme musulmanes et musulmans, mais comme citoyens, ou comme laïcs, ou comme juifs, chrétiens, athées, agnostiques. Je n'ai pas de problème, moi, sur cette question-là.
Et ça, ce sont des choses qu'il faut mettre en avant dans les sociétés majoritairement musulmanes. Maintenant, ce qu'on doit dire, c'est que, regardez les démocraties européennes. Les démocraties européennes, si vous venez dans mon pays, vous avez un système démocratique hyper compliqué pour un pays très petit. Vous avez 26 cantons, et quand vous faites 60 km, les règles de Genève ne sont pas les règles du canton de Vaud. C'est un modèle. La France est un modèle autour de l'unité de la République. La Grande-Bretagne, c'est un autre modèle. Les États-Unis, c'est encore un autre modèle. Nous avons tous les mêmes principes, mais des modèles différents. Pourquoi? Parce que les modèles viennent de l'histoire d'un pays, de sa culture et des psychologies collectives. C'est au pays à trouver son modèle. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, dans tous ces programmes de démocratisation qu'on a pensé à Washington, ça n'est pas à Washington à imposer les modèles démocratiques des sociétés arabes et majoritairement musulmanes. On peut partager les principes, mais c'est à la société tunisienne, c'est à la société égyptienne, c'est à la société yéménite ou syrienne ou bahreïnie, c'est à ces sociétés-là de trouver leur modèle. Et personne ne peut imposer à une société son modèle. Donc les peuples portent les principes et trouvent leur modèle par le débat autour de l'Assemblée constituante, par un vrai débat interne. Et il n'appartient à personne de l'imposer au peuple. Ça me paraît être l'attitude la plus saine intellectuellement, les principes que l'on partage et les modèles que chacun doit trouver. Et je peux imaginer, par exemple, le modèle turc. Vous ne pouvez pas l'imposer en Tunisie, même si ce sont des sociétés majoritairement musulmanes, parce que les Turcs, c'est pas la Tunisie a une culture. Il y a quelque chose qui est dans vous savez, la parole, la communication, les types de rapports de communication. Même en Libye, par exemple, vous avez un système beaucoup plus tribal et clanique que la Tunisie ou que l'Égypte. Ce sera un autre modèle. Il faut que les Libyens trouvent leur modèle, mais les principes seront les mêmes. Ces principes que j'ai cités là. Donc voilà ce que nous devrions mettre en évidence. Et puis, à partir d'un certain moment, parler aux sociétés occidentales d'égal à égal. Parce que quand je disais au tout début du processus, l'exemple turc est intéressant, mais je n'ai pas forcément envie que les sociétés arabes suivent l'exemple turc. Pourquoi? Parce qu'en Turquie, on a encore des problèmes avec la liberté d'expression, on a encore des problèmes avec des minorités comme les minorités kurdes, on a encore des problèmes de l'armée, donc ce n'est pas idéal. Mais quand on vient vers moi et qu'on me dit aujourd'hui que le seul idéal de la Tunisie, ce serait de ressembler aux démocraties occidentales, je leur dis non, attendez, là il faut qu'on discute. Tous les citoyens en Occident vivent aujourd'hui l'expérience de perdre leurs droits citoyens, de perdre leurs droits civiques, de voir aujourd'hui l'État, certes séparé de la religion, mais totalement sous l'autorité des multinationales et des pouvoirs économiques. Aujourd'hui, vous avez en Italie, vous avez en Grèce, des gens qui sont tombés sans processus démocratique, uniquement par des agences de notation, uniquement parce que des gens ont considéré qu'ils n'étaient pas à leur place. Ça, ce n'est pas la démocratie, c'est que d'autres nous gouvernent qui ne sont absolument pas liés au principe de la démocratie. C'est-à-dire que c'est autre chose. Alors aujourd'hui, ce n'est pas de ça dont il faut parler, il ne faut pas idéaliser les structures politiques, il faut dire, mais qui gouverne la France aujourd'hui quand c'est une mobilisation générale, quand on dit « attention, la France a perdu son triple A ». Et là, vous sentez qu'il y a un frémissement, quelque chose se passe. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous nos États en Occident, toutes nos démocraties ont de sérieuses questions à se poser sur deux domaines. Un, les décisions économiques qui ont raison de l'indépendance des États. Deux, le pouvoir des communicants, des médias sur les processus de formation de l'opinion populaire. Ça, c'est capital de se rendre compte qu'aujourd'hui, les médias, ce n'est pas simplement le quatrième pouvoir. C'est un pouvoir phénoménal sur la formation des opinions. Et pour moi, aujourd'hui, quand on est démocrate, on doit poser cette question-là. Qu'en est-il d'un pays qui est orienté, qui est poussé à prendre des décisions politiques sur des émotions populaires, sur des émotions, sur la peur. Et aujourd'hui, ceux qui réussissent le mieux, ce sont les populistes. Vous avez Marine Le Pen aujourd'hui, qui est une populiste et qui sait comment jouer avec l'émotion. Dans mon pays, en Suisse, c'est la même chose. Vous avez le parti, l'UDC, le Parti démocratique du centre, il joue sur l'émotion. Et c'est le premier parti de mon pays.
des gens qui jouent sur le racisme et sur la discrimination. Eh bien, si ça, c'est l'avenir de toutes les démocraties, nous avons intérêt, en tant que citoyens, à nous réveiller vite. Parce que là, c'est la perte des droits démocratiques. C'est des politiques liberticides. Et quand vous voyez ce qui est en train de se passer aux États-Unis, le moins que l'on puisse dire, c'est que toutes les démocraties contemporaines ont de sérieuses questions à se poser sur les réalités de la protection des droits citoyens aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un modèle pour moi. Ok. Alors, les 3 questions suivantes, levez-vous, s'il vous plaît, pour... ok. Au fond, vu qu'on a pris en compte celle du devant. Bonsoir. Moi, je vais poser une question vraiment en lien avec l'islam politique, vu que c'est le sujet de la conférence ce soir. En fait, j'ai une grosse crainte en tant que citoyen d'un pays arabe en transition, en l'occurrence le Maroc. C'est que, en fait, je veux savoir quel est votre avis sur l'empiètement de l'islam politique sur les libertés individuelles. Parce qu'aujourd'hui, je me dis que si l'islam se charge de l'éducation des gens, en fait, la religion est la base qui tient justement certaines personnes au pouvoir dans mon pays, ne serait-ce que le roi ou le nouveau gouvernement. Si eux se chargent justement de tout ce qui est éducation, culture, ils vont, à mon avis, orienter la société marocaine. Et donc, quel serait l'empiètement sur les libertés individuelles? Est-ce que dans 20 ans, quand le PJD aura fait son passage par le pouvoir et par l'éducation nationale, on dira qu'on est laïque? Est-ce qu'on se fera pas, je sais pas, par exemple, est-ce qu'on se fera pas mitrailler ou je sais pas. Mais j'ai une crainte. Hein. À mon humble avis, je ne suis pas étudiant en sciences politiques, mais ma crainte, c'est l'empiètement de l'islam politique sur les libertés individuelles. Voilà. D'accord. Sans micro, par contre. Levez-vous les personnes qui souhaitent poser des questions de façon à ce que vous soyez visibles. Et les questions, je vous rappelle, on a commencé par l'avant, on posera les personnes qui sont au fond posant les questions. Ah, d'accord. Vous voulez vous rapprocher du coup? Bah oui, peut-être. Okay. C'est juste d'être... Merci. Mais pourquoi vous ne lui donnez pas le micro? Je ne comprends pas. Il ne peut pas. Il peut pas, il peut pas. Non, moi je ne suis pas d'accord, j'aimerais que vous preniez le micro. Youssef, Pardon? C'est Shabbat. Ah, pardon, d'accord. Même si on vous le tient. D'accord, ok, alors allez-y. Vous venez me le dire et je vous promets de reprendre fidèlement ce que vous avez dit. On va vous demander de... Je pense qu'on va passer à une vraie question, parce que si c'est une remarque, on va perdre plus de temps. Non, vous ne pouvez pas réagir comme ça. La seule chose qu'on peut vous demander, c'est
c'est simplement synthétiser votre question. Exactement. S'il vous plaît, essayez de respecter ceux qui posent des questions. Excusez-moi, vous pouvez les laisser poser sa question, s'il vous plaît. Avec la question. Dans la salle, là, il faut apprendre la démocratie. Hein. Exactement. Merci, on va prendre la troisième et dernière question. Ah, c'est comité restreint. Bonsoir Monsieur Ramadan, merci pour être venu ici à Sciences Po, c'est la première fois, comme vous l'avez dit, en beaucoup de temps, ça nous fait très plaisir. Alors je pose une question qui concerne un pays auquel je tiens beaucoup et je ne vous demande pas de grandes explications ni je vais faire de commentaires. Concernant la Syrie, le rôle de l'islam politique, je dirais donc en Syrie, en ce moment-là, qui est un peu un pays oublié dans cette conférence, pas oublié au sens négatif, mais juste sur lequel on n'a pas beaucoup développé, parce que la situation est complètement différente, justement. Quel est le rôle de l'islam politique au sein du CNS, donc du Conseil national syrien, qui se présente comme représentant de l'opposition en Syrie, et quel est son développement sur le terrain? Quelle est votre opinion par rapport à ça? Et si vous pourriez poser quelques mots sur la Syrie. Voilà, merci. Il y en a eu 3 là. Oui. Alors, sur la première question, moi je suis d'abord, je crois que c'est très bien qu'on pose les questions en ces termes-là. C'est-à-dire que les craintes qu'on peut avoir, que les partisans de l'islam politique, par leur vision du futur des sociétés, en fait, peu à peu, rogne sur les libertés individuelles et empêche les sociétés d'évoluer. Et c'est là, à mon sens, où il faut tenir compte de 2 choses. La première, c'est que beaucoup de ces mouvements-là ont évolué. Mais maintenant, l'évolution qu'ils ont eue historiquement ne dit rien des politiques réelles qu'ils vont appliquer. Raison pour laquelle, c'est là où il faut poser les vraies questions. C'est là où il faut poser les vraies questions. La question majeure, ça va être ce que je disais tout à l'heure, les politiques sociales, les politiques éducatives, les politiques de la liberté d'expression. Alors aujourd'hui, on a des mouvements qui nous disent non, on ne va pas retoucher aux libertés individuelles, on ne va pas toucher au statut des femmes. Tout cela, c'est un discours. Maintenant, il va falloir regarder ce qui se passe au niveau du terrain. Ce qui est une évidence, c'est que dans le passé et sous les dictatures, ou dans le passé et sous la pression, vous parlez du Maroc, il est une évidence que tous les partis qui ont précédé ont eu un impact qui n'était pas forcément positif sur les libertés individuelles et sur le respect de l'expression, de la liberté d'expression. Donc personne aujourd'hui dans le monde arabe ne peut dire que ses mains sont propres de toute position mitigée sur les libertés. Et c'est là où il faut prendre les différents partis politiques au mot. Je ne crois pas que ce soit de bon augure de penser, avant qu'ils entrent en politique, que finalement la cause est perdue. Mais par contre, dans ce mouvement-là, d'être vigilant et de poser les questions que vous posez, à savoir quel type d'éducation est-ce qu'on va donner ? Quel type ? Parce que moi j'ai un vrai problème, mais pas simplement chez les islamistes, j'ai un vrai problème avec l'éducation dans le monde arabe aujourd'hui, chez les uns comme chez les autres, avec l'absence du débat critique, parce que ça commence là. C'est quand on dit renier les libertés, la première des libertés que l'on renie dans les systèmes éducatifs, c'est la pensée critique, c'est le fait de pouvoir poser des questions et c'est le pouvoir de s'exprimer. Et là, ils sont tous ces mouvements-là sont aujourd'hui devant l'exigence majeure de libérer la pensée critique dans le système éducatif. Et dans le système éducatif, d'avoir une politique égalitaire, c'est-à-dire par rapport aux pauvres comme par rapport aux riches.
Or, malheureusement, il y reste aujourd'hui, et c'est une réalité chez les laïcs comme chez les islamistes, des politiques éducatives qui sont des politiques élitistes, qui sont des politiques pour les riches, qui ne sont pas des politiques populaires, qui ne sont pas des politiques pour le peuple. C'est là où il faut être présent. Donc moi, je ne suis pas de ceux qui vont avoir simplement en disant « Ah, l'islam politique, ça veut dire l'islamisation ou l'arabisation ». Je veux aujourd'hui être à l'écoute de ce que disent ces partis politiques et avoir la vigilance que vous avez, c'est-à-dire poser les vraies questions et vraiment être dans le programme politique plutôt que dans les manipulations idéologiques. Je n'ai pas envie de me positionner en disant « Ah, il y a les laïcs d'un côté et les islamistes de l'autre », ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de dire « Voilà, quelle est votre politique éducative ? Quelle est votre politique sociale ? Qu'en est-il de la liberté d'expression ?» Et à ceux qui nous disent « Nous sommes pour la liberté d'expression », mais qui refuseraient que l'on puisse avoir une parole politique libre, eh bien, il faut, de ce point de vue-là, avoir le courage de pouvoir affirmer que ce ne peut pas être un avenir pluraliste, qu'on ne peut pas, au nom de la référence religieuse, empêcher les gens de s'exprimer et empêcher les gens de penser. Donc moi, je traduirais votre crainte, non pas comme quelqu'un qui est spectateur des dynamiques potentiellement négatives, mais comme acteur des potentialités critiques. Et c'est ça, il faut arrêter l'attitude victimaire. Être les observateurs du champ politique et ne rien faire. Non, il faut être aujourd'hui des citoyens et poser les vraies questions. Et même quand on est quelqu'un qui est un musulman pratiquant au nom de ces valeurs-là, au nom de ces pratiques-là, contester l'instrumentalisation du religieux à des fins de pouvoir. Parce que nous sommes tous des êtres humains et le pouvoir corrompt. Vous savez, moi, dans le texte que j'ai écrit même sur la Turquie, quand on voit le mouvement du Premier ministre Erdogan allant vers la volonté d'imposer un régime présidentiel, il faut être très très attentif à ça, parce que c'est une volonté aussi de se maintenir au pouvoir, et puis potentiellement de pouvoir cadenasser le pouvoir. Est-ce que c'est cela qu'il veut? J'en sais rien. Mais ma responsabilité, c'est d'être vigilant dans ces processus-là d'instrumentalisation de la réussite relative vers la capitalisation ou la mainmise sur le pouvoir. Donc c'est là où je dis que j'entends bien ce que vous dites et qu'il faut, de ce point de vue-là, avoir une position active. Je vous remercie infiniment. Il est parti? Vous êtes? Voilà. Je vous remercie infiniment d'être venu et d'être venu en particulier dans cette période du Shabbat et d'être venu poser votre question. Je regrette simplement que ce soit, je pense, la 120e fois qu'on me pose la même question et que j'y ai répondu. Alors je vais vous dire de façon extrêmement claire et droit dans les yeux de là où vous êtes, je vous regarde. Pour vous dire qu'à aucun moment, et si vous suivez ma position, depuis 1979, puis 1985, puis 1989, puis jusqu'à aujourd'hui, mes positions sur le régime iranien et mes positions de principe ont été celles d'un contestataire, de quelqu'un qui refusait l'instrumentalisation. Et ça, je peux vous le prouver 150 fois. Vous ne pourrez pas, à aucun moment, prouver que j'ai soutenu le régime. Et je suis dans la critique. Maintenant, j'ai accepté, après consultation, de travailler dans un organe de presse du régime iranien, du gouvernement iranien, certes. Mais il faut que vous sachiez une chose. Et c'est ça aussi où il faut cesser de nous prendre tous pour politiquement des naïfs ou des imbéciles. Le régime iranien aujourd'hui, il est parcouru par des courants contradictoires au niveau de l'État. Et que ceux pour lesquels vous avez soutenu, votre organisation, parce que je vous ai suivi, vous pensez bien, vous avez suivi les réformistes, ceux qui étaient dans la rue. J'aimerais vous dire que les réformistes que vous avez suivis sont des gens qui participent du régime, qui ont été ceux qui en 1979 étaient au niveau du régime, mais qui aujourd'hui ne contestent pas la référence islamique du régime, ils contestent son instrumentalisation par les conservateurs. Et c'est avec eux que j'ai discuté. Ce sont ceux qui sont mes amis
en Iran et qui m'ont dit et qui m'ont conseillé, à l'intérieur de ces courants contradictoires iraniens, de prendre une position et d'être là où il faut être, à savoir de pouvoir apporter une parole qui soit une parole de l'autre type de comprendre l'islam. Et j'aimerais vous dire, monsieur, qu'il faudra que vous revisiez vos données parce que jamais je n'ai pris de l'argent du gouvernement iranien. Je ne prends pas l'argent des gouvernements, ça fait 25 ans que ça dure et tout mon travail consiste à m'appuyer sur les individus pour mon travail. Et de ce point de vue-là, j'ai une position critique. Mais j'aimerais vous dire aussi, et avec force, que jamais, jamais, dans mon propos, vous n'entendrez et je n'accepterai ce à quoi vous participez aujourd'hui, qui est la simplification du propos sur l'Iran, en laissant entendre que c'est une théocratie barbare et d'accepter la manipulation qui est faite au premier rang par l'État d'Israël sur la question régionale. Et aujourd'hui, je suis un critique. Et sur le livre-là, si vous trouvez une ligne qui soutient le gouvernement iranien, il faudra me le dire. Je suis très critique par rapport à ça, mais je le dis avec force. Je n'accepte pas les manipulations internationales qui nous font croire aujourd'hui que nous sommes contre l'Iran parce qu'ils ont l'arme nucléaire. Ben moi, je vais vous dire ma position, cher monsieur. Je suis en absolue opposition à l'arme nucléaire, pour tous les pays, Israël compris. Et ma conclusion par rapport à ça, pour que nous soyons clairs, parce que j'ai vu le tract qui a été fait par votre association, par Ni Pute Ni Soumise, qui sont mes amis, par SOS Racisme également, je veux dire, ça suffit de répéter comme du réchauffé des choses qui sont, en plus, le truc que j'ai écrit avec mes sangs, j'ai jamais écrit avec mes sangs. Il faudra me montrer ça. Vous dites des mensonges et en plus des contre-vérités. Vous allez prendre dans le texte, parce que ce n'est pas honnête avec Asma Lamrabet, qui est une auteure marocaine, d'aller prendre un texte où à un moment de sa réflexion, elle explique ce que disaient les traditionalistes pour oublier la conclusion où elle dit la violence domestique est anti-islamique. Et donc vous n'allez pas prendre, vous êtes dans le sarkozysme. Ben bonjour. Si c'est ça que vous voulez, ben moi je ne vous suis pas. Et mon dernier mot par rapport à ça, c'est que j'aimerais saluer cette université de me recevoir. Et j'aimerais quand même dire que, insidieusement, en sortant ce tract, vous avez été malin, mais vous n'avez pas été honnête. Non, nous ne sommes pas contre la liberté d'expression de Tariq Ramadan, mais nous regrettons la place d'honneur qui lui est faite. Ben, j'aimerais vous dire une chose, si vous regrettez la place d'honneur qui m'est faite, qui est simplement de me donner la possibilité de m'exprimer dans une université comme je le fais partout dans le monde, sauf en France, à cause de gens comme vous, eh ben, j'aimerais vous dire une chose, c'est que le manque d'honnêteté dans votre attitude consiste à répéter des choses que je ne dis pas, mais à jamais oser me confronter comme vous le faites, parce que si vous me confrontez comme vous le faites, la réponse, elle est directe. Et vous savez devant moi maintenant que ce que vous avez dit est faux. Je ne prends pas d'argent du gouvernement iranien, je ne l'ai jamais soutenu et je suis un opposant à ce qui se passe aujourd'hui. Si ça, vous ne voulez pas l'entendre, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Sur la question... S'il vous plaît. Sur la question... Merci. Ah non, mais j'en ai eu des... Ce n'est pas un dialogue entre l'USGF et Tariq Ramadan. Veillez. J'en ai eu des contradicteurs qui étaient de votre courant. J'en ai eu. Dernier élément sur la question de la Syrie, et je pense que c'est une question, effectivement, on ne peut pas en 40 minutes parler de tout, mais c'est une vraie question. Et dans toute l'analyse que j'ai faite de la région, la Syrie est vraiment une question qu'il faut aborder. Parce que on a des gens aujourd'hui qui disent que tout vient de l'Occident et qu'il faut renverser Bachar el-Assad. Ça, c'est une volonté américaine. En fait, ce n'est pas tout à fait exact. Au départ, ni les Américains ni les Européens ne veulent la chute de Bachar el-Assad. Et les mouvements islamistes aujourd'hui, et ça c'est connu, parmi ceux qui structurent le plus la base de la résistance en Syrie, c'est vrai que ce sont les mouvements islamistes aujourd'hui, et parmi eux,
les frères musulmans syriens. Ça, c'est connu, et c'est connu depuis le début des années 81, quand il y a eu la répression et l'élimination de plus de 20 000 opposants par les forces armées syriennes sous l'autorité du père de Bachar el-Assad. Donc ça, ce sont des choses qui sont connues. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est, avec le Conseil national syrien, c'est d'essayer de trouver un équilibre, qu'il y ait d'autres forces. Il y a une conscience, ça aussi il faut qu'on s'en rende compte, et qu'on n'analyse pas cela naïvement. Les frères musulmans en Égypte, souvenez-vous, ont dit on ne va s'avancer qu'avec 40%, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de ne pas mettre de candidat au présidentiel, et celui qui se met au présidentiel, Abdelmoun'im Aboul Foutuh, est sorti des frères musulmans parce qu'il n'était pas d'accord sur la stratégie. En Syrie, c'est exactement la même chose. Il y a une conscience en Syrie qu'il ne faut pas trop s'exposer. La même chose en Libye d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des vrais mouvements, ils tiennent beaucoup sur le terrain et aujourd'hui, ils décident de ne pas s'exposer. Alors c'est une stratégie politique, elle est réellement une stratégie politique. Ça, c'est vraiment de comprendre qu'à trop s'exposer, on va y perdre. Ça a d'ailleurs été le PJD a fonctionné comme ça pendant les 10 dernières années, c'est-à-dire de ne pas trop s'exposer. Donc ici, ce qui est important, c'est de se rendre compte que du point de vue des Américains, comme du point de vue des Occidentaux, comme du point de vue d'ailleurs de la Syrie et de la Russie et de la Chine qui soutiennent le régime, il y a aujourd'hui à essayer de chercher qui vont être ceux qui vont être le mieux à même de reprendre la relève et avec lesquels on va pouvoir mieux négocier la transition. À l'heure qu'il est, nous n'avons pas de force qui émerge, qui puisse assurer la stabilité et faire passer la transition, raison pour laquelle nous sommes bloqués aujourd'hui. Il y a un vrai blocage aujourd'hui en Syrie et ceux qui payent ce blocage, ce sont les femmes et les hommes et les enfants syriens qui sont soumis à la répression et je pense, mais pour moi ça ne fait pas l'ombre d'un doute, que c'est de leur côté qu'il faut être contre la dictature et pour la transition démocratique en Syrie. Alors ça sera juste la dernière question parce qu'il nous reste un peu plus de 5 minutes et on a dit que la conférence finissait à 21h. Merci. Bonsoir Monsieur Ramadan, merci beaucoup à vous et aux organisateurs d'être présents ce soir. Je suis personnellement très heureux que vous soyez invités ici. Je voulais vous poser une question. Je me demandais en fait s'il était possible et souhaitable que la législation future d'un monde arabe idéalement démocratisé soit d'inspiration religieuse, c'est-à-dire qu'elle ait des fondations religieuses, mais ne s'identifie pas nécessairement exactement à la législation religieuse. Est-ce qu'on peut avoir une législation avec des racines religieuses sans être que dans le littéralisme? Et est-ce que vous pensez que cette possibilité-là, elle n'a pas été durablement discréditée par justement l'autoritarisme des régimes dits laïques, qui ont plus ou moins promu cette idée au gré des instrumentalisations dont vous avez parlé pendant votre présentation? Merci beaucoup. Écoutez, d'abord, je vous remercie de cette question et je suis content que ce soit la dernière question de la soirée parce que finalement, elle résume ou elle me ramène à des thèses que je défends et qui rejoignent ce que vous êtes, enfin, explicitement ce que vous êtes en train de dire. Dans l'ouvrage sur le réveil arabe et le référent islamique, je termine par dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que la référence islamique peut jouer comme une inspiration éthique et qu'il faut aujourd'hui la faire fonctionner comme un fonctionnement éthique. Là, on vient de lancer un centre autour de ces questions de la législation et de l'éthique. Pourquoi? Parce que ce qui est important dans l'éthique, ce sont les finalités. Qu'est-ce que l'on veut? À quoi veut-on parvenir? Ceux qui se sont discrédités, vous l'avez dit, les laïcs se sont discrédités, mais les islamistes, dans beaucoup de leurs exercices, se sont discrédités de la même façon quand ils en sont arrivés à des formulations littérales du droit. C'est-à-dire oublier l'objectif et commencer par le caractère littéral. Et ça, c'est très dangereux. Il faut faire attention même. Vous savez, il faut être très prudent. Moi, je me méfie des mouvements populaires. Je suis pour le processus majoritaire et démocratique, mais je ne suis pas naïf. J'étais au Nigeria et quand j'étais là-bas et qu'on est venu vers moi et on m'a dit « Est-ce que vous êtes pour l'application de la charia ?» et que je parlais aux gens, je dis « Mais ça dépend, qu'est-ce que vous entendez par l'application de la charia ?» Et je peux vous dire une chose, c'est que chez le commun, le peuple, l'ordinaire, leur compréhension de la charia, c'est très répressif.
Ça commence par le caractère répressif. Ce n'est pas du tout les objectifs dont vous parlez. Et moi, je dis, mais moi, je ne peux pas être pour ça. Pour moi, ça, ce n'est pas la charia, c'est sa distorsion, sa complète contradiction. On ne commence pas par punir les gens. La vraie compréhension de ces objectifs éthiques, l'inspiration, c'est qu'en est-il de la justice sociale? Qu'en est-il des droits individuels? Qu'en est-il tout ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire les vraies questions qui, pour moi, ce sont celles-ci qui doivent inspirer le jeu politique. Mais moi, je ne veux pas non plus qu'au nom de la séparation de l'État de la religion, on laisse l'État aux mains des logiques économiques qui s'imposent sans éthique. Comprenez ce que je veux dire? Ce qu'on voit aujourd'hui en Occident, c'est-à-dire on nous dit plus de religion, d'accord, mais à la place de la religion, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? On dit non, 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 on n'a rien, il n'y a que l'État. C'est pas vrai. Il y a des forces économiques, il y a des forces médiatiques, il y a des gens qui ont de pouvoir. Vous avez des gens qui sont élus comme Berlusconi pendant des années en Italie. Il tient, mais 40% de tout le pouvoir médiatique dans le pays, et c'est pour ça qu'il reste. C'est pour ça qu'il tient, c'est l'économie qui décide des choix politiques du peuple. Et après, les gens rigolent en disant, mais comment un peuple peut élire quelqu'un comme Berlusconi? C'est une vraie question. Mais bon, on peut aussi élire Sarkozy, et c'est une vraie question. Non, moi je ne suis pas dans un meeting politique. Je vous dis, moi je ne suis pas français, bonne chance. Mais en l'occurrence, ça, ce sont des vraies questions. Où se situe le vrai pouvoir et les vraies questions? Et ça m'amène à dire que s'il y a une vraie question qu'on peut poser dans les sociétés majoritairement musulmanes ou les sociétés arabes, les mêmes questions qu'on doit poser en Occident, c'est aujourd'hui quel est le rapport du politique, de l'économique, du culturel, du médiatique à l'éthique, c'est-à-dire aux finalités. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui avoir plus d'éthique dans l'action économique et pas quelque chose qui vient, parce que moi j'en fais la critique, une critique radicale dans l'ouvrage L'Islam radical, où je dis arrêtez de nous dessiner un avenir pour les musulmans en disant ah ben on a la solution, nous, l'économie islamique est la solution à l'économie de marché. Tout ça, c'est du simplisme, c'est de la simplification et c'est de la distorsion des vrais enjeux. Donc il faut qu'on vienne, parce que j'y crois pas moi, je ne crois pas à cet islam, à cette économie islamique qui aurait des solutions. C'est parfois du bricolage financier pour pouvoir s'intégrer à l'économie générale. Aujourd'hui, il faut poser les vraies questions de l'éthique, les finalités. Est-ce que cette éthique et cette économie-là, elle va être au service des peuples? Est-ce qu'on est là pour ça? Ou est-ce qu'on va célébrer l'économie de marché aux dépens de tout processus politique? Donc, ce que j'aimerais pour les sociétés majoritairement musulmanes, c'est que ça joue comme une inspiration éthique sur les finalités. Et j'aimerais que nous, ici, en Occident, citoyens français ou vivant ici, nous ayons exactement le même souci. C'est que mon vrai problème avec la politique française, ce n'est pas simplement que la France puisse soutenir des dictatures, c'est le hiatus, la contradiction fondamentale qu'il y a entre les valeurs exprimées par l'État quant aux libertés, quant aux droits, quant à la démocratie, et les politiques appliquées sur le champ social ou sur le champ économique. C'est là où nous devons apporter notre contribution et que nous avons un enjeu commun. C'est là où nous devons jouer un rôle majeur. Et je dirais qu'au lieu d'avoir une référence islamique formelle, légale, fermée, littérale et étouffante, ayons, au nom de cette énergie populaire, des vraies questions sur les finalités et juste aussi culturelles. Vous voyez, moi, dans le livre L'autre en nous, que les gens ne lisent pas parce que c'est trop philosophique, je dis il faut que chaque peuple, il faut que chaque orientation, si nous sommes pour la liberté des peuples, se réconcilie avec l'éducation de l'histoire, l'éducation ou l'enseignement de la philosophie, l'enseignement des religions et l'enseignement de l'art et de l'imaginaire et de la culture. Les peuples se libèrent par l'imaginaire aussi, par l'esthétique, par l'expression, par la véritable expression, pas simplement la liberté de dire ce que je pense, mais la liberté d'imaginer et de créer à partir de mes références. Il faudrait que tout ça soit aussi nourri par nos inspirations religieuses, philosophiques, humanistes. C'est là où nous nous rejoignons et c'est aussi comme ça qu'il faut considérer ce qui est le soulèvement des pays du monde arabe et des sociétés du Moyen-Orient. À mon sens, c'est là où nous aurions une vie moins simple,
plus complexe, mais aussi pleine d'énergie. Voilà, je vous remercie. Merci.